L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, je vous le disais, ça continue de s'agiter dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. On parlait il y a un instant des autocars Macron, justement. 1000 emplois créés en 4 mois. Premier bilan fait ce matin par Bercy. Hôtel, transport, est-ce que de nouveaux horizons s'ouvrent-ils, justement, avec des frontières qui sont abolies? On va se saisir d'une autre actualité, toujours aujourd'hui, en 2 étapes, avec une annonce ce matin et puis un rétropédalage cet après-midi. C'est la SNCF, Voyage SNCF, qui recule justement face à la colère des hôteliers, la SNCF qui voulait s'allier avec Airbnb. On en parle avec Pascal Samama, journaliste à bfmbusiness.com, Vincent Ducret, fondateur du Hub Institute, Vincent Berthiaud, porte-parole du comité régional du tourisme Île-de-France. Oui, parce que Airbnb, c'est vraiment un acteur maintenant de plus en plus, à l'instar des hôteliers. Et puis toujours avec nous, Emmanuel Le Chiffre. Alors Pascal Samama, il faut nous expliquer ce que voulait faire au départ la SNCF, Voyage SNCF, avec Airbnb, mais pas que. Racontez-nous. En vrai, son idée originelle, c'est quoi? C'est aider le voyageur. Comment? En lui permettant de faire des économies sur son trajet. Et comment faire des économies? Pendant son absence, en louant son logement ou en louant sa voiture. La voiture via Wicar, qui est une filiale aujourd'hui de la SNCF. Et de l'autre côté, pour les logements, ils ont choisi, et ça c'est peut-être l'erreur qu'ils ont fait, puisque l'idée est excellente, Airbnb en délicatesse avec le fisc français, qui ne déclare pas tout, ils sont pris les syndicats d'hôteliers, de restauration. D'hôteliers qui y voient évidemment de la concurrence déloyale. Je cite. Ils n'ont pas tort. Le Synorca. Oui, on va voir ça justement. Est-ce que c'était une erreur ou pas de s'allier avec la SNCF? Le Synorca, donc principal syndicat, qui dit voilà, regardez, Airbnb réalise en France 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ne paye des impôts que sur 2% de son chiffre d'affaires. Est-ce le rôle de la SNCF de distribuer des billets gratuits aux frais des contribuables à une société privée qui ne respecte pas les règles fiscales françaises? Avant même que l'on sache que quoi qu'il puisse se passer de ce partenariat, les hôteliers, ils ont gueulé tout de suite. Les hôteliers ont gueulé pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'une entreprise publique financée par l'État et par le contribuable n'a pas à s'associer à une société qui est sous l'œil de Bercy. Et là-dessus, ils peuvent estimer qu'ils sont dans une concurrence un peu déloyale, un peu qu'il ait des avantages de toute façon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont insurgés, ils n'ont pas demandé que l'accord soit brisé, ils sont insurgés, ils ont envoyé des communiqués de presse, ils ont été à l'Assemblée nationale. Et Franck Gervais, le patron de Voyage SNCF, il devait les rencontrer pour essayer un petit peu d'arrondir les angles. Il aurait peut-être dû d'abord les rencontrer, essayer d'organiser quelque chose d'un peu plus... Trouver peut-être un acteur de la location d'appartements entre particuliers français. Il y a bien Wicar, il y a d'autres acteurs qu'Airbnb sur ce terrain en France. Ils ont essayé d'aller plus vite que peut-être que la machine. Qu'ils n'aient pas envisagé une seule seconde l'impact assez désastreux qu'en termes d'image ça pouvait produire. Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire qu'une entreprise publique qui joue quand même très largement de l'argent du contribuable aille faire ça, pourquoi ne pas je veux dire, il y a un moment où il y a quand même des pratiques qui sont... Le communiqué de Voyage SNCF cet après-midi, face à l'incompréhension créée par la promotion ponctuelle de voyagesncf.com avec Airbnb, voyagesncf.com a décidé d'arrêter l'opération en cours. Vincent Ducret, à la tête du Hub Institute, c'est quoi? Airbnb fait peur? Ou est-ce que c'est de l'incompréhension finalement entre les deux mondes, l'ancienne économie, la SNCF, et puis la nouvelle économie? Je pense qu'effectivement, il y a un peu de ça ce soir, parce qu'effectivement, on se demande pourquoi le Synorca n'est pas venu plus tôt frapper à la porte de la SNCF pour poser ce type de deal. Aujourd'hui, clairement, on a un acteur extrêmement innovant, on a un acteur qui propose beaucoup d'innovation, qui propose d'utiliser et de créer de la valeur sur des biens qui ne sont pas utilisés pour des gens qui partent en vacances. Donc du coup, il propose clairement à des voyageurs d'avoir un revenu complémentaire pour peut-être, et c'est ça qui est vraiment dommage pour les hôtels, avoir plus de ressources pour partir en vacances et du coup peut-être aller dans des super hôtels. Donc ce que je trouve bizarre vraiment ce soir, c'est que on a vraiment le sentiment que ces deux mondes en fait qui se parlent de moins en moins, qu'aujourd'hui clairement le Babacar le dit très bien, la voiture est utilisée qu'à 4% de son temps. Aujourd'hui il y a une vraie démarche aussi à faire et à réfléchir autour de l'économie collaborative et de l'usage effectivement des particuliers de leur appartement quand ils sont pas présents, et je trouve que la démarche était très innovante. Est-ce qu'il faut
condamner comme ça en 24 heures l'innovation en France. C'est triste, je trouve. C'était une erreur ou pas de la SNCF de vouloir dealer avec Airbnb quand même sur le fond ou pas du tout? Ravi Vincent Ducret. Moi, je trouve que c'était pas une erreur. Je pense que effectivement, s'ils l'ont fait, d'abord, ça donne un côté extrêmement dynamique. Effectivement, à la SNCF, ça c'est le premier point. On se rappelle encore à l'époque, il y a 2 ans, que la SNCF avait testé les premières lunettes Google connectées pour donner. Donc, on le voit, la SNCF bouge. Ils ont un directeur digital. Ils ont exactement. Donc, ils ont beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, transformer, si vous voulez, un poste de coût qui est un billet de train en poste de revenu pour un potentiel voyageur, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et on ne pourra pas lutter contre cette économie collaborative qui se développe extrêmement rapidement. Ce que je comprends pas, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment la SNCF a reculé aussi rapidement quand même, Pascal Samama, Emmanuel Le Chypre. Non, mais là où vous transgressez les règles de l'économie collaborative, c'est que l'économie collaborative, vous avez une plateforme, vous avez des particuliers, un qui ont besoin d'un service et l'autre qui rendent ce service, grosso modo. Là, comment ça allait se passer? Est-ce que c'est les employés de la SNCF qui allaient aller chercher les appartements sur Airbnb pour les clients de la SNCF? Là, vous rentrez dans autre chose. Pascal Samama, Vincent Ducret et Vieux-Chaudin. Exactement, et c'est pas là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le côté collaboratif, bien sûr. Là où je suis pas d'accord, c'est pas en fait cette forme de partenariat que les hôteliers pointent. C'est ce partenariat avec Airbnb. S'ils avaient fait un partenariat avec Uber, avec n'importe quelle autre société, Uber, chaque fois qu'on parle d'Uber, c'est vaguement toujours devant les tribunaux. C'est pareil quand même. La bonne idée, c'était de faire un partenariat entre la SNCF et les hôteliers pour essayer de proposer aux voyageurs de la SNCF des offres innovantes et intéressantes en hôtellerie. Alors, Vincent Berthiaud, porte-parole du comité régional du tourisme de Paris-Île-de-France, parce que c'est vrai que Airbnb aussi, c'est un acteur maintenant, quelque part, bien installé, quand on parle de tourisme et d'hôtellerie. Airbnb, c'est un acteur majeur déjà à l'échelle internationale. Et puis, à Paris-Île-de-France, c'est un acteur majeur puisque c'est entre 6 et 8% de l'offre d'hébergement de la destination. Paris, c'est la première ville Airbnb du monde. C'est la première ville Airbnb du monde. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à recruter pour retrouver de nouveaux appartements. Donc ça, c'est leur sujet. C'est aussi pour ça qu'ils ont essayé de se mettre en partenariat avec voyagesSNCF.com. Après, nous, on n'est pas là pour juger les stratégies des entreprises. Après, il faut quand même se poser la question pourquoi VSC a décidé aussi de ce partenariat. VSC, c'est aujourd'hui une agence en ligne de voyage majeure. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un très, très gros opérateur à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Ils ont décidé de ce partenariat, d'une part pour des questions d'image, évidemment, mais aussi pour des questions, bien évidemment, une partie très importante de leur chiffre d'affaires, c'est la partie transport ferroviaire. Or, sur cette partie-là, ils ont un problème de compétitivité prix. Et il y a un travail qui est fait pour essayer de rendre cette offre ferroviaire plus attractive, moins chère, etc. Mais aujourd'hui, on a vu tout à l'heure avec EasyLine. On parlait d'EasyLine, on parlait du covoiturage aussi dans la première partie des décodeurs de l'écho. Il y a un certain nombre de nouveaux opérateurs qui viennent. La concurrence, elle est très féroce dans le secteur du tourisme d'une manière générale et particulièrement sur la question du transport. Aujourd'hui, il y a aussi des opérateurs aériens qui sont capables de concurrencer directement la SNCF. Donc, ils sont aussi dans un travail pour effectivement trouver de nouvelles ressources pour que les gens aussi puissent prendre le train. Après, du point de vue des hôteliers, eux, cette concurrence elle est féroce pour eux aussi. Ils sont de plus en plus dépendants de ce qu'on appelle les online travel agencies type Booking. Donc ils ont des problèmes de marge de manœuvre. C'est difficile. On est aussi dans une période un peu difficile à Paris-Île-de-France suite aux attaques qu'on a connues. Donc évidemment, les hôteliers, ils sont dans un réflexe aussi de protection. Je pense que la difficulté, c'est que peut-être VSC n'aurait pas dû, voyagesSNCF.com n'aurait probablement pas dû, surtout dans la période actuelle, faire ce projet. Oui, pardon Vincent Ducret, mais dire ne pas faire ça dans la période actuelle, mais enfin, est-ce que c'est pas quelque part un handicap de se priver justement d'acteurs de poids? Pascal Samama nous dit oui, s'ils avaient fait le partenariat avec Uber, pourquoi pas? Ça aurait choqué autant. C'est ça que je voulais vous dire. Uber est en délicatesse, pareil. Voilà. S'il avait fait avec le cas, personne n'aurait rien trouvé à dire. En plus, c'est une mauvaise idée sur le plan de la stratégie. Parce que, objectivement, ça aurait concerné, à mon avis, très peu. Évidemment. Très peu de cas. Pourquoi? Parce que qui est capable de louer son appartement? Ce sont des propriétaires
qui est à la recherche d'économies et de prix très bas, c'est surtout des petits budgets et surtout des jeunes qui souvent ne sont pas propriétaires et ne sont même pas souvent locataires de leur propre appartement. Donc moi je pense que effectivement on est dans une période, et c'est ça qui est passionnant, où on est dans l'inconnu, où le foisonnement est absolument total, ce qui veut dire qu'il y aura des idées géniales, ce qui veut dire qu'il y aura des idées stupides. Certes, toutes seront essayées, seront mises en œuvre. Je pense que cette idée n'était pas la plus brillante qu'ait eu Voyage SNCF depuis quelque temps. Oui, Vincent Ducret, c'est vrai qu'on assiste à une économie traditionnelle complètement secouée. On a rappelé donc ce partenariat que voulait faire Voyage SNCF, non seulement avec Airbnb, mais aussi avec Wicar qui est maintenant dans le giron de la SNCF. Comme quoi, finalement, voilà, on sent ces rapprochements qui pointent. On en parlait sur BFM Business, le rachat de Litchi par le Crédit Mutuel Arkea, donc Litchi, c'est une espèce de tirelire finalement virtuel, électronique, rapprochement d'Elo Casa avec Darty. On voit comment les anciens acteurs se rapprochent des nouveaux acteurs. Et c'est obligé, c'est nécessaire maintenant, c'est naturel. Absolument. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs comment des groupes hôteliers aujourd'hui réfléchissent vraiment à l'avant-expérience d'un hôtel, au pendant et à l'après. Effectivement, ces investissements dans ces startups, alors Ouigo est un exemple, mais il y a aussi beaucoup d'acquisitions chez Accor autour de l'expérience client. Et aujourd'hui, clairement, ils ont bien compris que par la co-innovation, par l'open innovation, ils peuvent aller chercher ces relais d'expérience client qui peuvent permettre de faire revenir toute une génération de clients et créer l'expérience de demain et fidéliser les clients. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a quelques mois, Accor avait ouvert la plateforme internet d'Accor Hôtel justement. Tout à fait. À des hôteliers indépendants pour mieux réaliser Booking. On verra tout à l'heure, on s'y intéressera dans 10 minutes, le secteur des auberges de jeunesse. S'il n'y a pas un secteur traditionnel, un vieux secteur traditionnel en France, les auberges de jeunesse, on voit maintenant des mastodontes anglo-saxons débarquer. On sera avec tout à l'heure les auberges Saint-Christopher qui débarquent en France, qui ont débarqué en France. Emmanuel Le Chypre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'au moment où la chaîne de valeur est complètement à réinventer, tous les acteurs aujourd'hui considèrent que vous ne pouvez vous en sortir que si vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne de valeur. L'ensemble de la chaîne. Regardez ce qui se passe. Par exemple, vous avez la Fnac qui rachète Darty et qui se met en ligne, et vous avez Amazon qui est en train d'ouvrir, par exemple, des boutiques. En dur. Pourquoi ? Parce que tout le monde aujourd'hui veut se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est vrai pour l'hôtellerie, c'est vrai pour le transport, où vous voyez bien que, encore une fois, ce qui va compter demain, c'est d'être capable d'offrir une offre globale, une solution de transport, plutôt qu'un billet de train, une voiture louée, etc., avec un logement. Donc franchement, cette idée de chaîne de valeur, elle est aujourd'hui fondamentale. Et Vincent Berthiaud, quand on est donc le porte-parole du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, cette chaîne de valeur, évidemment, on la prend en compte, hein. Aussi bien tous les acteurs du transport, les acteurs de l'hébergement, après le tourisme, bien entendu. On ne peut pas exclure tous ces nouveaux acteurs, c'est impossible. Ah non, on ne peut pas exclure tous ces nouveaux acteurs, et de toute façon, même si on voulait essayer de le faire, on serait rattrapé par le secteur du tourisme, c'est sans doute l'un des secteurs qui est le plus touché par cette transformation numérique, que ce soit sur les questions de promotion, sur les questions de commercialisation, puis sur les questions d'expérience client. Aujourd'hui, on voit, c'est très facile, les gens tweetent, vont sur les réseaux sociaux, etc. Ils commentent, et c'est comme ça qu'on se fait un avis. La difficulté du secteur, c'est maintenant de s'adapter à cette nouvelle attente aussi des clients, et il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment les intermédiaires. On voit aussi les difficultés qu'ont les agences de voyage traditionnelles à s'adapter au numérique. C'est cette capacité à s'adapter. Est-ce que tous les acteurs pourront s'adapter? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question aussi, c'est comment, à un moment ou à un autre, certains très gros acteurs tels que Booking, on arrive aussi à un minimum à les maîtriser, parce qu'on voit aussi que sur les hôteliers aujourd'hui, il y a des vraies questions qui peuvent se poser, parce que Booking, ça leur coûte de plus en plus cher. Alors, Vincent Ducret, Hub Institute, et ensuite Pascal Samama de bfmbusiness.com. Ce qui est très important ce soir, c'est vraiment d'échanger sur les enjeux de taille critique, en fait. Hein. Parce que si, par exemple, on compare Accor à Booking, ok, en termes d'offres, aujourd'hui, Accor héberge sur sa plateforme 500 000 chambres d'hôtel. Booking héberge
500 000 hôtels. Donc on voit, si vous voulez, la différence de taille critique. Donc il y a un enjeu en termes de création d'expérience sur l'avant, pendant, après. Il y a aussi un enjeu de taille critique. Donc aujourd'hui, clairement, en termes de pouvoir, de rapport de force, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Si on reprend Airbnb, pour info, Airbnb a hébergé 4 millions de voyageurs sur les 12 derniers mois. Donc c'est clairement le premier hébergeurs en France. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On donne quelques chiffres pour bien se rendre compte de la puissance d'Airbnb. Ce sont des chiffres donnés par le site lui-même. Voyageurs, tout compris dans le monde, 60 millions. Logements dans le monde entier, plus de 2 millions. Ils sont installés en 34 000 villes dans 190 pays, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays. Vincent Ducret. Oui, donc effectivement, il y a des enjeux vraiment de taille critique. Donc aujourd'hui, la relation qu'a SNCF avec Airbnb, c'est pas entre un groupe national et une start-up. C'est entre un des plus gros opérateurs mondiaux d'hébergement avec effectivement le premier opérateur français de transport. Donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Pascal Samama. Moi je me mets à votre place, à la place de la ville de Paris, qui d'un côté essaye de rassurer... La région Île-de-France. Voilà. Ouais. Exactement, comité régional de tourisme par Île-de-France. Justement, vous avez signé un accord, votre comité, avec voyagesncf.com, c'était en avril, tout à fait. Où vous lui demandiez justement, vous demandiez à Voyage SNCF de vous aider à rattraper la baisse des nuitées hôtelières dans Paris. Comment vous faites pour naviguer justement entre les deux? Est-ce que c'était juste une histoire de taxe de séjour? Par rapport à Airbnb? Oui. Nous, Parce que vous pointiez à l'époque les dégâts que faisait Airbnb sur les hôtels à Paris. J'étais à la conférence de presse à ce moment-là. Donc. Oui. Nous, on n'est pas. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, on a un problème d'offre, c'est-à-dire que on manque d'hébergement à Paris-Île-de-France. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a la place pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la place pour une offre hôtelière classique, parce que c'est pas du tout la même qualité de service que Airbnb. Et puis évidemment, il y a aussi la place pour un nouvel acteur comme Airbnb. Aujourd'hui, ce que je disais, entre 6 et 8% de l'hébergement en Île-de-France. Donc voilà, et on sait encore qu'il manque des lits. Malgré Airbnb, plus les hôtels, plus bientôt les auberges de jeunesse. Évidemment, on a là par exemple, on va publier des chiffres de fréquentation. On sait que sur les 10 premiers mois, on a plus 53% de Chinois. Il va falloir aussi être en capacité d'accueillir ces clientèles. On a un certain nombre de marchés qui sont en train d'exploser. Et il y a une forte envie de Paris-Île-de-France. On a cette chance-là, on a beaucoup d'atouts. Et donc, il y a la place pour l'hôtellerie classique et puis aussi pour Airbnb. Pour revenir sur cette polémique entre la SNCF et les hôteliers donc, qui protestaient contre ce partenariat avec Airbnb et ce qui a justifié, enfin ce qui a conduit la SNCF et Voyage SNCF à reculer, les hôteliers disaient c'est de la concurrence déloyale. Où est-ce qu'on en est justement là aujourd'hui autour d'Airbnb? Est-ce qu'ils payent davantage leurs impôts? Les taxes de séjour, oui, apparemment. Il y a un projet de... Il y a deux problèmes différents. Oui, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'entreprise Airbnb. Est-ce qu'elle paye ses impôts? Et il y a le problème des revenus générés par les propriétaires. Voilà. Auprès des propriétaires qui en ont fait une activité quasi essentielle. Et là, il y a cette proposition de loi qui consiste à taxer au-delà de 5 000 € de revenus, ce qui est pas une mauvaise solution. C'est bien, oui. A priori. Mais effectivement, c'est deux choses différentes. Oui, Pascal Samama, Vincent Ducret, encore un mot. Je rebondis sur ce que dit Emmanuel. Effectivement, il y a d'un côté les particuliers qui génèrent du revenu et eux, Airbnb va leur envoyer des documents pour leur demander de se déclarer, de payer leur TVA, de payer tout ce qu'ils doivent. Mais il y a le côté Airbnb. Airbnb, c'est une société qui est basée en Irlande, qui est fiscalisée dans le Delaware. On a fait sur BFM Business, je conseille aux gens qui nous écoutent d'aller sur le site, on a fait un tas de sujets là-dessus. C'est une société qui est vraiment en délicatesse, qui, comme toutes les grosses sociétés américaines, ils sont pas dans l'illégalité, ils jouent l'optimisation fiscale à 200, 300, 400%. Vincent Ducret, le Hub Institute. Ce qui est clairement intéressant, c'est de voir quand même que dans la prochaine loi de finances, on voit qu'à partir du 1er juillet 2016, le fisc s'intègre justement dans la partie facturation et montre aux deux parties en totale transparence, effectivement, que les taxes sont payées comme n'importe quelle personne qui héberge et comme n'importe quel revenu. Donc je pense
qu'effectivement, le deal a mis du temps à se construire, mais il s'est construit en bonne intelligence, avec d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre, effectivement, Airbnb. Donc, ce qui est intéressant dans cette discussion autour des taxes, c'est que les gens ont pris le temps, effectivement, de se parler et qu'au final, on a abouti à un accord win-win des deux parties. C'est dommage que sur SNCF, effectivement, alors on est peut-être allé un peu vite, mais en tout cas, la démarche, je la trouve encore une fois très intéressante parce qu'elle redonne du pouvoir d'achat, encore une fois, juste pour conclure ce dossier, à un voyageur qui part en vacances, qui n'a pas besoin de son logement et qui propose de le mettre à disposition d'un tiers. C'est quand même dommage. Bon, alors Vincent Ducret, vous restez avec nous, donc fondateur du Hub Institute, tout comme Vincent Berthiaud, porte-parole du Comité régional du tourisme Île-de-France. Parce que dans un instant, on va s'intéresser à un autre secteur qui bouge, toujours dans l'hôtellerie, les auberges de jeunesse, avec des acteurs très innovants qui rendent super sexy maintenant les auberges de jeunesse. Oui, on parlait tout à l'heure du voyage pour les jeunes au travers des compagnies de cars, d'autocars comme EasyLine. Bah oui, il faut les héberger aussi, il y a Airbnb, puis maintenant des auberges de jeunesse. Puis vous verrez même certains gros acteurs comme Accor Hotel se jettent aussi sur ce secteur, lancent des expériences. Je remercie Pascal Samama. Vous pouvez suivre tous ces papiers sur le site de bfmbusiness.com, notamment le dossier Airbnb SNCF qu'il a beaucoup occupé aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, à très bientôt. Et puis dans un instant, avec nous, Romain Viennois, fondateur de France Hostels, ancien directeur de St. Christopher Hotel. On parlera des auberges de jeunesse. On revient dans 2 minutes avec les décodeurs de l'écho. À tout de suite sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors on vous en parle depuis une heure dans les décodeurs de l'écho sur BFM Business, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, comme dans bien d'autres domaines. Ça s'agite, ça bouge avec de nouveaux acteurs. On parlait tout à l'heure de Voyage SNCF qui a reculé, donc qui ne fera pas son partenariat avec Airbnb face à devant la colère des hôteliers qui crient à la concurrence déloyale. On vous a parlé du secteur des autocars, aussi des autocars Macron qui en 4 mois ont permis la création de 1000 emplois. Et puis donc avec des nouveaux acteurs également venus de l'étranger ou pas, qui veulent se développer sur le secteur des auberges de jeunesse. Oui, les auberges de jeunesse, il y a beaucoup à faire dans une région notamment comme Paris-Île-de-France qui a évidemment une très grosse activité touristique. On est toujours avec Vincent Ducret, fondateur du Hub Institute, Vincent Berthiaud, porte-parole du Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, et puis Romain Viennois qui est avec nous, fondateur de France Hôtel, réseau d'auberges de jeunesse. Alors je dis France Hôtel, France Hostels, voilà, on va le prononcer à la française. En français. Anciennement directeur de St. Christopher's Hotel, qui est l'un des géants britanniques justement des auberges de jeunesse. Oui, l'actualité, c'est l'inauguration ce soir des Pioles, dernière née des auberges de jeunesse parisiennes, un établissement de quelques 160 chambres, au cœur du quartier populaire donc de Belleville. Il y a 8 millions d'euros d'investissement quand même, de très longs mois de travaux. Vincent Ducret, c'est un nouvel acteur qui s'ajoute à d'autres acteurs venus de l'étranger justement, qui cherchent à installer et à moderniser ce secteur peut-être un petit peu poussiéreux. Effectivement, ce qui est encore très intéressant, alors on a parlé d'un acteur de la disruption comme Airbnb ce soir, mais aujourd'hui, il y a un champ énorme à développer autour des auberges de jeunesse. Et on se demande pourquoi pas un seul acteur français s'est positionné plus tôt pour aller justement sur cette activité. Et quand on voit justement des acteurs comme St. Christopher ou le Générateur, qui est déjà présent dans 15 pays, on se dit mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Ils sont tous anglais, clairement. Aujourd'hui, ils ont compris clairement les codes de cette nouvelle génération connectée et quelle expérience ils veulent vivre, et ils essayent d'y répondre. J'ai eu l'occasion d'en visiter certains à Paris, et effectivement on est dans quelque chose qu'on n'a jamais vu pour une chambre qui oscille aujourd'hui entre 20 et 200 euros. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve... Pardon, moi j'ai l'image de l'auberge de jeunesse, bête, avec des dortoirs, salle de bain commune. Aujourd'hui, on trouve aujourd'hui une ambiance qui associe en gros un design très épuré, avec une ambiance un peu à l'américaine, avec aujourd'hui un grand nombre de jeunes qui créent des startups qui viennent à Paris et qui sont hébergés pendant quelques jours. Et il y a des communautés qui se créent autour de ces hôtels, des gens qui travaillent autour et qui viennent le soir, donc ça vient aussi des lieux de vie. Et aujourd'hui, clairement,
effectivement, ces groupes anglais ont bien compris les enjeux de yield, et donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur des périodes très basses, à un lit effectivement dans une chambre partagée avec douche effectivement à disponibilité, où on est entre 20 et 40 euros sur un lit. Vous avez un endroit où vous mettez vos affaires, c'est sécurisé, vous avez la connexion Wi-Fi, vous êtes au cœur de Paris. Donc aujourd'hui, pourquoi personne d'autre ne l'a fait? Ouais, alors Romain Viennois, juste, on va fermer la parenthèse rapidement puisque vous avez dirigé donc St. Christopher Hotel en France, qui a ouvert en 2008 du côté du bassin de la Villette. Ensuite, Gare du Nord, c'était en 2013. En quoi ce marché est innovant, puisque justement vous voulez le poursuivre l'expérience avec France Hostels que vous avez créé? Alors déjà, je rejoins votre diagnostic. Pourquoi pas d'autres opérateurs sur ce métier? Quand il y a 10 ans, j'ai rejoint Saint-Christopher pour me lancer là-dedans, je me posais la question. 10 ans plus tard, elle est encore d'actualité. Aujourd'hui, après 12 ans travaillé chez Saint-Christopher, où je me suis bien épanoui, je rejoins le diagnostic et avec l'ambition de créer une nouvelle marque, une nouvelle plateforme avec une identité clairement française qu'on assume sur un produit qui continue à innover. C'est de réinventer le lit. Le lit lui-même, c'est quelque chose qui a souvent été négligé. Après tout, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas bien dormir. C'est de réinventer les espaces communs, sortir de la dichotomie qu'on voit actuellement entre dans certains établissements quelque chose d'un petit peu ennuyeux et d'autres établissements qui sont entièrement sur un positionnement festif. Moi, mon ambition, c'est d'arriver à créer quelque chose où on va créer de nouveaux usages, du travail, du confort, du calme aussi et de l'ambiance. 8 établissements, c'est votre projet, donc à horizon 2020, donc capacité totale de 2000 lits. D'ailleurs, vous avez reçu le soutien de la BPI BPI France pour vous épauler, pour vous financer. Exactement. Avec BPI France, on se positionne clairement sur une vision industrielle. L'idée, c'est de créer une chaîne intégrée qui soit positionnée dans les grandes destinations françaises. Ah oui, pas que Paris, donc. Non, exactement. Sport d'hiver aussi, hein. Grande métropole régionale, Paris, et pourquoi pas un produit en sport d'hiver. Ouais. Alors, Vincent Berthiaud du CRT, justement, Paris a du retard en la matière versus les grandes capitales que sont, je sais pas, Londres, Berlin, Amsterdam. Alors effectivement, Paris a du retard sur cette question. Il faut quand même pour remettre dans le contexte, Paris-Île-de-France, c'est la première destination mondiale. On accueille à peu près 47 millions de visiteurs annuellement. C'est un énorme secteur économique, premier secteur économique de la région Île-de-France, près de 10% du PIB, 500 000 emplois. Et pourtant, sur cette question des jeunes et des familles, on est un peu moins bon. Alors effectivement, on peut se poser la question, comment on peut aller chercher des Chinois, des clientèles américaines, et avoir du mal à faire venir des jeunes et des familles. Aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près 7500 lits en auberge de jeunesse. 7500 lits à Paris, hein. 7500 lits à Paris. Il y a, on va dire... Attendez, c'est 2 fois moins que ce qu'on peut trouver par exemple à Londres ou à Amsterdam. C'est à peu près 2 fois moins que ce qu'on peut trouver à Berlin. On estime à Berlin, c'est à peu près 15 000 lits. D'accord. Mais c'est une destination qui, pour le coup, est très tournée vers les jeunes. Donc ça c'est un premier sujet. Maintenant on voit qu'il y a pas mal d'acteurs effectivement qui émergent. Il y a 3 types d'acteurs. Il y a les acteurs un peu traditionnels, notamment la FEAGE, l'UNAT, qui sont des acteurs presque historiques. C'est la Fédération des auberges de jeunesse. Et ça a vaguement une centaine d'années à peu près. Exactement, et plus ou moins parapublics, enfin en tout cas qui ont été beaucoup aidés et qui continuent d'ailleurs à être aidés par un certain nombre de pouvoirs publics, dont la région qui a investi près de 4 millions d'euros sur cette question de l'hébergement pour les jeunes. Après, il y a les parties hostels, Saint-Christopher, Generator, qui sont des France Hostel maintenant. France Hostel demain, qui sont des opérateurs énormes avec beaucoup de lits et qui proposent un produit qui va au-delà de l'hébergement. C'est un produit où il y a de la restauration, où il va y avoir de la discothèque, où il va y avoir du bar, et toute une partie de leur business model, il est fondé là-dessus et c'est aussi ce qui leur apporte beaucoup d'argent. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure. Le troisième acteur, c'est les Pioles, qui ont d'ailleurs été financés aussi en partie par la région Île-de-France, sont
sont ce qu'on appelle les social hostels, qui sont effectivement sur un modèle peut-être plus communautaire, plus cocooning. Il y a des chambres qui sont plus petites et ils travaillent aussi un réseau communautaire, notamment sur les réseaux sociaux, qui est très important. Et c'est un peu ces trois acteurs qui sont aujourd'hui présents sur le marché. La difficulté pour les acteurs plus traditionnels, c'est notamment sur les questions de marketing. Il va falloir un peu rattraper aussi leur retard parce que évidemment ces gros opérateurs comme les plus petits, ils ont un peu ringardisé l'auberge de jeunesse classique. Oui, pourquoi justement on a délaissé cette clientèle jeune? Pourquoi on ne s'est pas intéressé à cette clientèle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé davantage les auberges de jeunesse? Ce que vous nous disiez donc il y a un instant, Vincent Berthiaud, on a un rapport de 1 à 2, Paris versus Berlin par exemple. Tiens, qui a la réponse? Romain Viennois, France Hostels. C'est une clientèle qui a fait peur, qui a longtemps fait peur. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au secteur, je voyais... Ils sont turbulents, ils font du bruit, ils cassent un peu. Ils n'ont pas l'argent, ce qui est faux. Ça peut pas être rentable. Ils vont tout casser. Alors que c'est complètement faux. Là, les choses sont en train de changer. On voit bien un intérêt des pouvoirs publics qui commencent à se mobiliser sur le secteur. On voit que il y a une compréhension du modèle qui commence à rentrer. Et je pense qu'on rentre dans une phase d'émulation là qui est très positive. Vincent Ducret. Alors, ce qui est très intéressant, c'est comment les opérateurs anglo-saxons ont analysé le modèle et ont essayé de gérer cette problématique autour du jeune. Et donc c'est assez intéressant de voir comment les différentes unités ont vraiment mis des espaces bars en sous-sol pour intégrer le bruit, voir de quelle manière ils ont réussi à rendre les couloirs autour des chambres assez sombres pour justement encourager les gens à ne pas faire de bruit. Donc ils sont vraiment allés au fond du concept pour identifier vraiment tout ce qui pouvait gêner les occupants par rapport au bruit et ainsi de suite et effectivement la présence de beaucoup de jeunes. Et je trouve que effectivement ils sont allés très très loin dans l'approche et j'espère qu'un acteur, effectivement, un opérateur français pourra se lancer. Et c'est très intéressant cette même semaine où on annonce effectivement des lancements d'autres hostels en France, que de l'autre côté, Accor, lui, annonce effectivement le rachat de Raffles et se positionne sur le luxe. Donc il y a quelque part des vraies questions à se poser. Oui, allez-y. Et Accor annonce aujourd'hui la transformation de quelques chambres d'un de ses hôtels Ibis. Ah oui, ça c'est intéressant. En dortoir. Oui. Accor Hôtel dans son Ibis Budget de la porte de Montmartre. Apparemment, c'est une information que donnait le Figaro ce matin, que j'ai adoré. En effet, ils ont cassé donc certains étages pour en faire des dortoirs, justement, pour accueillir 4 dortoirs, pour accueillir des jeunes. Voilà, Accor Hôtel, ils rachètent donc le Raffles. Voilà, Raffles de Singapour, donc avec des chambres qui doivent coûter vaguement quelques milliers d'euros chaque nuit, l'unité. Et puis en même temps, ils font des dortoirs, ils testent, voir ce qui... Oui, Vincent Ducret. Clairement, il y a une demande. Un lit entre 20 et 60 euros, clairement, il y a une demande. Je vous rappelle juste pour info qu'on est à 6 mois de l'euro, qu'on a 400 000 touristes qui viennent pour l'euro, que clairement aujourd'hui on n'a pas les hôtels pour héberger tous ces touristes qui vont venir pendant cette courte période d'un mois. Et clairement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va du coup, heureusement, du Airbnb à disposition, et j'espère effectivement un grand nombre de chambres dans ces hôtels de jeunesse qui vont pouvoir héberger tous ces touristes. Ou ces lits superposés chez Accor, chez Ibis, prix de la chambre, 19 euros par personne. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'il y a une demande qui est très forte. Pendant des années, effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous, je crois qu'on a considéré que les jeunes rapportaient pas d'argent. Or aujourd'hui, on se rend compte que évidemment tout type de clientèle rapporte de l'argent. Donc il y a un changement aussi dans la façon de concevoir les choses. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et pour que la destination par Île-de-France conserve sa première place, on a besoin de diversifier notre offre. Notre offre d'hébergement, on en a parlé, mais aussi notre offre en fonction des différentes clientèles. Et effectivement, un segment sur lequel on est faible, c'est la question des jeunes, c'est la question des familles. Mais il y a un gros rattrapage, ça va très très vite, c'est plus 20% depuis 2012, le nombre de lits qui ont été créés dans ce qu'on peut appeler les auberges de jeunesse, même si elles sont vraiment de type très différents. Donc voilà, une destination comme Paris-Île-de-France, on a besoin de jeunes, on a besoin de Sud-Coréens, on a besoin d'Américains, on a besoin de faire venir des Français. 58% de la clientèle à Paris-Île-de-France, ce sont des Français. On a besoin de faire venir
nos marchés de proximité, parce que c'est les marchés de proximité. Notre première clientèle, ce sont les Anglais. Voilà. Et puis évidemment, la clientèle jeune, ce qu'on appelle les backpackers, c'est une clientèle qui est très importante et qui rapporte de l'argent. Romain Viennois, donc fondateur de France Hostels, voilà, à surveiller d'ici 2017. On verra, et en espérant, c'est un point que vous avez noté, que les jeunes Français vont commencer à mieux comprendre le produit. Quand j'étais chez Saint-Christopher à Paris, on avait 5% de Français parmi nos clients. C'est très peu. On offre un produit qui est encore un petit peu méconnu, même si les choses sont en train de changer. Ouais. Et alors, concernant Accor, petite réflexion, je suis assez intrigué moi pour l'instant de voir cette annonce qui a été faite aujourd'hui. Moi, ce qui a été fait, j'appelle pas ça une auberge de jeunesse, j'appelle ça des dortoirs. Pour l'instant, pas de service commun. Voilà, a priori, il s'agit d'un test. C'est peut-être pour tester du matériel, mais en tout cas, pour l'instant, on est encore très loin de ce qui fait vraiment une auberge de jeunesse. C'est de l'ambiance, c'est de la qualité. Puis l'intérêt peut-être pour Accor, c'est de spéculer sur l'avenir, parce que le jeune qui a 18 ans, 19 ans, qui découvre peut-être le dortoir chez Ibis, peut-être à terme, restera chez Ibis et puis grimpera au fur et à mesure en gamme. En fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a des volumes quand même très très importants autour des auberges de jeunesse. Donc c'est clair que démarrer une expérience chez Accor, effectivement, en étant assez jeune et en disant effectivement, c'est ma première expérience d'hôtel et ça passe par une auberge de jeunesse, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, ce qui est juste triste, c'est qu'effectivement, on en est d'un côté pour le premier opérateur français, un des plus gros opérateurs mondiaux à des tests, alors que de l'autre, les groupes anglo-saxons sont déjà implantés en France et ils sont déjà dans 15 pays. C'est juste le sujet. Je prenais encore un exemple. Là, on évoque qu'il y a 2-3 chambres effectivement qui sont en test en dortoir. Dans l'approche que j'ai pu observer, aujourd'hui, par exemple, ils ont décidé de mettre aucune télé dans l'ensemble des chambres. Pourquoi? Parce que eux, ils considèrent qu'il faut qu'ils passent le minimum de temps dans les chambres, même si elles sont très sympathiques, mais pour qu'ils soient au maximum en bail, qu'ils vivent une expérience, qu'ils partagent, qu'ils échangent. Et donc, clairement, on n'est pas dans une logique, on va dire, d'expérience individuelle et personnelle de sa chambre uniquement. On est dans une expérience globale, et c'est ça qui est intéressant quand même à noter. Vous avez visité le générateur Hostel, place du Colonel Fabien, dans le 19e arrondissement de Paris, un établissement complètement digital. Complètement digital, avec ce que rêvent beaucoup de jeunes, ce qu'on appelle un rooftop, c'est-à-dire effectivement une vue superbe sur effectivement Montmartre. Et aujourd'hui, clairement, tout jeune ou moins jeune qui va, je pense par exemple à New York, ce qui retient de cette ville, c'est sa capacité effectivement à pouvoir se retrouver le soir avec des vues assez sympathiques. Alors il y a des gros projets de la mairie de Paris autour des Champs-Élysées dans quelques années, mais ça reste assez futuriste. Là, c'est concret. Vous pouvez aller pour un prix tout à fait modique avoir et prendre un apéro au générateur effectivement pendant tout l'été. Donc c'est vraiment une expérience complète et on se dit voilà, maintenant il faut que les Français se bougent. Alors il y a des tests qui ont été annoncés aujourd'hui, mais il faut vraiment aller vite. Ouais, c'est quoi les conditions pour que ça marche? Par exemple, tiens, pour construire donc une auberge de jeunesse en 2015, bientôt 2016, et à échéance 2017 pour vous, par exemple, chez France Hostels, Romain Viennois, ça coûte combien justement? Quels sont les investissements que vous lancez? Une auberge de 3000 m² en région, c'est quelque chose qui coûte autour de 10 millions d'euros à développer. Il faut compter à peu près le double en région parisienne. Mais ça, par exemple, les vieilles auberges de jeunesse, entre guillemets, le réseau traditionnel des auberges de jeunesse, ils n'ont pas autant de moyens là pour l'instant. En tout cas, ça a souvent coûté un petit peu plus cher, mais avec des modèles de financement qui étaient un petit peu différents. Mais au-delà de l'infrastructure des murs, ce qui est important, c'est d'arriver à construire un parcours client, d'arriver à construire une expérience. Donc c'est la techno. Ce qu'on voit aujourd'hui actuellement, même chez certains acteurs en auberge, pour moi, ça reste bien en deçà de ce que par exemple peut offrir Airbnb, un parcours client qui est magnifique, et c'est cette chose-là qu'il faut qu'on arrive à offrir en hôtellerie, et c'est un sens de l'accueil qu'on retrouve uniquement chez Airbnb. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est là que vous êtes le mieux accueillis, et c'est pas encore ce qu'on retrouve ni en auberge ni en hôtellerie actuellement. Vincent Berthiaud, il va y avoir une concurrence nette clairement entre Airbnb et les auberges de jeunesse pour cette jeune clientèle ou pas? Non, mais je crois que là encore, on est sur des choses qui sont complémentaires. Il y a Airbnb, il y a aussi le couchsurfing, il y a aussi les hostels. Donc chacun peut trouver en fait ce qu'il recherche. Je crois que c'est ça qui est très important dans la destination, c'est que chaque clientèle puisse trouver l'offre dont elle a besoin. Aujourd'hui, ce dont on a besoin à Paris-Île-de-France, c'est peut-être un peu davantage effectivement d'innovation, de créativité. On vit du tourisme culturel.
on est une destination de tourisme culturel. Les gens, et ça c'est notre principal atout, les gens ont très envie de venir à Paris-Île-de-France, et ça on le vérifie partout dans le monde, mais on a besoin aussi, en complément, d'une offre nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette offre nouvelle, elle vient aussi desserrer le centre de la destination, parce qu'on se rend compte que les hostels, ils se font plutôt en périphérie du centre, c'est-à-dire plutôt dans les arrondissements. On parlait de la place du nord Colonel ou Fabien, sud. par exemple, on parlait de Belleville tout à l'heure. Exactement, mais ils se font aussi en première couronne francilienne, et ça c'est un vrai besoin, parce qu'on a un effort aussi à faire, parce que on a un problème de surfréquentation de certains sites, et donc il faut aussi un peu irriguer toute la région Île-de-France. Vincent Ducret, le Hub Institute. Ce qui est toujours très intéressant, c'est, on l'évoquait un petit peu, c'est vraiment mettre au cœur l'expérience client. Et encore une fois, un exemple, l'accueil. Eh ben, quand on compare l'accueil dans un hôtel, l'accueil dans un Airbnb et l'accueil dans une auberge de jeunesse, c'est le jour et la nuit. Vous arrivez dans un hôtel, si on réfléchit, vous avez sûrement réservé en ligne, ok ? Vous avez du coup donné votre carte bleue et un certain nombre d'éléments. Vous arrivez à l'hôtel, vous n'avez pas votre chambre, on vous redemande votre carte bleue, on vous redemande votre pièce d'identité, comme si vous passiez une douane. Alors que vous arrivez dans un Airbnb, tout a été fait en ligne. Clairement, la personne vous a donné des éléments, elle ouvre, elle vous accueille, vous arrivez dans une auberge de jeunesse. C'est en cela qu'Accor change aussi. Hein. Maintenant, il y a plus de proximité. Voilà, bien sûr. Voilà. Il faut avoir moins de friction. On supprime les réceptions, par exemple, dans Voilà. un hôtel Accor. C'est un des vrais enjeux. Et là encore, les auberges de jeunesse et Airbnb sont assez en avance par rapport aux hôtels traditionnels. Bon, tiens, dernière question, puisqu'on parlait de cette région Île-de-France, Paris-Île-de-France, première région touristique en France, et puis j'allais dire même en Europe, hein, je pense. Et dans le monde. Et dans le monde, voilà, carrément. L'Euro 2016, c'est dans 6 mois pile. Ça se prépare comment, justement ? Il y a assez de capacité hôtelière ? Eh ben, il y a assez de capacité hôtelière. Oui, on est en mesure d'accueillir toutes les clientèles qui vont arriver pour l'Euro 2016. Après, la question, c'est plutôt la qualité de l'accueil. C'est-à-dire, comment on est capable de bien accueillir un client dans les aéroports, dans les gares, et tout le dispositif qu'on met en place autour des stades, etc. C'est plutôt cette question-là. Nous, par exemple, toujours la même question, la chaîne, l'ensemble de la chaîne. Exactement, la chaîne, et puis après, comment ça se traduit aussi effectivement dans les hôtels. Après, l'hôtel, quand même, il y a un certain nombre d'hôtels qui offrent une gamme de services qui est supérieure à un certain nombre d'autres acteurs. Il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César. Mais la question de la qualité de l'accueil, c'est en fait la question principale dans un monde concurrentiel aujourd'hui, dans le modèle touristique tel qu'il est. La question de la qualité de l'accueil, elle est centrale. Nous, c'est notre objectif principal, c'est plutôt la montée en gamme de la destination, et notamment la montée en gamme sur cette question de la qualité de l'accueil. Eh ben voilà, c'était passionnant, hein, si vous avez loupé le début, donc sur les autocars Macron, justement, voilà, qui tissent leur réseau en France, qui créent des emplois, 1000 emplois, donc en 4 mois. Sur l'affaire du jour, justement, c'est la SNCF qui a reculé, donc, face à la colère des hôteliers. La SNCF, Voyage SNCF, qui voulait s'allier avec Airbnb. Et puis là, ces nouveaux acteurs dans le tourisme, justement, pour viser une cible jusqu'à présent négligée, les jeunes, avec les auberges de jeunesse, très design, très tendance, très flashy, très digital, très connecté. On en parlait avec Vincent Ducret, le fondateur du Hub Institute, avec Vincent Berthiaud, porte-parole du comité régional du tourisme de Paris-Île-de-France, et puis l'un des acteurs maintenant de ces hostels, hein, justement, voilà, ces auberges de jeunesse, France Hostels. C'est Romain Viennois qui a créé le label, à surveiller donc d'ici 2017, avec donc à terme quelques 2000 lits. Bonne soirée, rediff tout à l'heure, 23h sur BFM Business, à la télé, à la radio, à tout moment sur le site internet. Et demain soir, édition spéciale sur, ces 8 ans de crise qui probablement vont être soldés par Jeannette Yellen, qui va relever les taux d'intérêt. On reviendra sur cette période 2007-2015. Il s'est passé beaucoup de choses, on a beaucoup souffert, justement. On va vous rafraîchir la mémoire. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce sera demain sur BFM Business. Bonne soirée à tous. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.